L'épisode est présenté par Eros et compagnie. Hey boy. Non, t'as pas aimé ça? Ben, je m'attendais pas à ça, c'est juste ça. Parce que tu sais que moi, j'aime ça être comme créatif. Puis, Oui. tu sais, Oui, jamais oui, être pareil. Oui. Fait que là, j'étais comme, comment je pourrais comme faire quelque chose de différent? Troisième saison, ça nouveau. va être nice Oui, là, pour les commanditaires potentiels. C'est là, pour vrai! hâte de Toujours voir. du renouveau, toujours chercher des nouvelles façons de parler, des nouvelles intonations. Bref, merci à Ross de nous commanditer. Alors, aujourd'hui, on vous présente un nouveau joujou, OK? Mhm. Qu'on découvre ensemble à l'instant. Hop là! Il s'agit, tiens les dents, Oui. de Titan 2. Donc, j'imagine qu'il y a eu un prédécesseur Première version. qui a peut-être moins marché parce Moins que veineux. s'ils en ont sorti une deuxième, c'est peut-être parce que on voulait l'upgrader un petit peu plus. Donc, c'est un jouet qui, ça a l'air classique, mais ça a l'air que non, ce n'est pas un jouet si classique que ça. Ouais. Il y a une partie pour la pénétration. Simon Oui. nous vous en fait la démonstration. Ici. Cette Schlock. partie-là, schlock, comme il dit. Mhm. Et Oh. il y a un jouet vibrant clitoridien. Ça donne des coups comme vraiment une peine. En dessous. C'est bien le fun. Ben, montre-les à la caméra. Donc, ça donne des coups par Tu sais, en des avant. coups comme si, mettons, moi, je le ferais. Là. Toi. Ben, Parce que toi, tu penses que t'es titan, toi, là. Toi, tu te compares au J'ai titan, pas là. autant de vigueur. C'est ça Non, que tu j'ai dis, pas là? autant de vigueur et de rigueur. Ça, c'est clair. OK. Là. Oh, Là, non, c'est ça. Puis assurément pas, oui, là. c'est ça. On Oh, non, augmente non. On est plus l'intensité, dedans, la non, ça. vivacité, OK. OK. Donc, et c'est ça, il y a une chose, Pumba, il a décape. peur. Pumba, Oui. il a peur. Mais j'essaie de l'arrêter. Je suis pas capable. Pumba, il a peur! Puis tout! Je suis pas capable de... C'est un... Ben, pèse longtemps. OK, j'allais. OK. Mon Dieu Mon Seigneur. Dieu, Fait ouais, que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans la chambre avec votre compagnon ou seul dans votre, avec le Titan 2. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a comme en plus de faire des va-et-vient, de vibrer, l'embout ici, là, sur le Ici. top. Ouais. Ça, c'est pour le clitoris. Yeah. Et c'est ça. Donc, ça stimule bien le point G et le clitoris. Donc, mesdames, si vous voulez travailler votre éjaculation féminine, Mhm. Titan number 2, avec le code promo LI15, 15 % de rabais sur ta commande. Tu peux le fermer, s'il te J'essaie. plaît. Ben, maintiens le bouton Power longtemps. Voilà. Bon, merci. Donc, erosetcompagnie.com, vous magasinez le site Eros au grand complet. Tu mets tout ce que tu veux dans ton panier pour te gâter. Et en passant, c'est anonyme, là. Il n'y a Mhm. personne, ni chez Eros, ni chez les infertiles, qui va savoir que tu as magasiné en ligne pour te faire plaisir, puis que tu as utilisé notre code promo pour que ça fasse plaisir aussi à ton portefeuille. Code promo LI15. Donc, LI en minuscule 15 pour 15 % de rabais sur la totalité de ta facture. Donc, amusez-vous. Et en passant, tous les jouets qu'on vous présente ici au podcast, c'est dans la section rose, dans la ligne rose sur le site d'Eros et compagnie. Donc, un gros merci, Eros, et merci à vous. Mouah! Un gros merci du fond du cœur également à Gabriel Darvaux qui finance littéralement notre projet de podcast pour cette deuxième saison. Donc, Littoral Marketing, c'est une agence marketing, vous l'aurez sans doute deviné, mais qui se spécialise dans les entreprises régionales et touristiques. On vous offre une gamme de services des plus complète, que ce soit dans les médias traditionnels, les événements et des interactions directes, en promotion et relations publiques. Vraiment, on collabore avec vous et on établit un plan de match qui va correspondre à votre entreprise régionale et touristique. Donc non, on ne fait pas juste des médias sociaux, on offre aussi du marketing hors ligne chez Littoral Marketing où on va aider les clients à optimiser leur visibilité partout. Donc, dans les services, il y a la prise en charge marketing, il y a un accompagnement stratégique, de la formation, un volet hors piste. Quand je vous dis que c'est complet, là,
c'est complet. Et Gabrielle habite en région éloignée, donc elle connaît très, très bien la réalité des entreprises régionales. Elle anime aussi un podcast qui s'intitule On jase marketing, qui est en pause depuis quelques temps pour l'instant, mais c'est un podcast qui va reprendre ses activités un jour, prochainement, on se le souhaite. Et pour les entreprises qui souhaitent avoir recours au service de Littoral Marketing, ben on vous offre un cadeau si vous dites dans un appel stratégique que vous venez du podcast. Donc, c'est-à-dire que si vous dites que vous venez du podcast On jase marketing, on vous offre un cadeau, un appel stratégique de 30 minutes supplémentaires complètement gratuit. C'est un petit truc que je vous donne, OK? Donc, allez suivre Littoral Marketing sur Instagram pour connaître tous les détails et pour surtout entrer en contact avec Gabrielle et son équipe. Merci du fond du cœur à Littoral Marketing. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Bonjour Simon. Donc, je veux juste, au cas où que c'est le premier épisode que vous pognez des infertiles puis que vous ne nous connaissez pas pantoute, ou que vous nous connaissez très bien, mais que vous trouvez la mission du podcast peut-être pas assez claire, je vais vous faire un petit reminder. Donc, Simon et moi, mon co-animateur, qui est aussi mon conjoint de fait, c'est-à-dire aussi mon fiancé, vivons de l'infertilité depuis plus de 5 ans et rapidement dans les traitements ou en entrant dans le milieu de l'infertilité, on s'est rendu compte à quel point il y avait peu d'informations de disponibles ou à quel point l'information disponible était des fois contradictoire, mélangeante, donné seulement en petits fragments et aussi à quel point on est laissé à nous-mêmes des fois en clinique de fertilité. Ça peut être aussi, on peut se sentir rapidement seul là-dedans. On se sent incompris. Bref, j'ai eu l'idée de créer le podcast Les Infertiles parce que premièrement, il n'y avait pas de podcast qui traitait de ce sujet-là en français au Canada. Et parce que, donc, j'avais dans le but de vous outiller, de nous outiller, de vous donner accès à de l'information à laquelle on n'a pas quand on est en clinique de fertilité. Peut-être de vous sentir moins seul aussi, mais aussi avec un très grand espoir d'outiller et de sensibiliser la population en général qui, comme vous, ne connaissent rien à l'infertilité parce que c'est une maladie qui, bien qu'elle touche énormément de gens chaque année, n'est pas suffisamment... on n'en parle pas suffisamment, donc on n'est pas assez sensibilisé. Fait que ça devient un sujet qui est super souffrant pour les gens qui la vivent, mais qui est en même temps extrêmement tabou et complexe. Donc voilà, c'est un peu... pour ça qu'on a lancé le podcast Les Infertiles. Puis on espère faire œuvre utile pour plusieurs personnes et on espère aussi faire avancer la cause de l'infertilité dans le temps. Ça sera peut-être pas facile et rapide comme changement, comme évolution, mais on commence avec le podcast, un épisode à la fois. Donc, encore une fois, merci d'être là. Puis, n'hésitez pas à nous écrire. Je reçois beaucoup de messages en privé via Instagram ou Facebook. Donc, merci de le faire. Puis, n'hésitez pas de continuer de le faire, que ce soit pour nous donner des commentaires, vos témoignages, nous faire des suggestions de sujets à aborder, des suggestions d'invités, par exemple. Donc, voilà. Merci encore. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est très important pour moi. C'est un ancien chroniqueur et journaliste pour la presse qui était reconnu pour ne pas avoir peur de donner son opinion sur les différents sujets. Il est aujourd'hui député de Rosemont dans Montréal et porte-parole en matière de santé pour le parti politique Québec solidaire. Monsieur Vincent Marissal est avec nous. Bonjour, Monsieur Marissal. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. On tient à dire en début d'épisode qu'on n'a aucun parti pris pour un parti politique. C'est pas parce que vous êtes ici que on tripe sur Québec solidaire, mettons. Là. C'est vraiment en toute impartialité. Et en fait, pour être bien honnête avec vous, vous êtes le seul
porte-parole en matière de santé d'un parti politique du Québec qui a accepté. Là où je peux intervenir, c'est d'être d'accord avec vous quand vous dites que c'est un sujet important. Vous avez dit en entrée de jeu que c'est un sujet tabou. C'est vrai aussi que c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui revient régulièrement à l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens, j'étais encore journaliste quand Julie Snyder était venue faire une déclaration dans une commission comme future maire elle-même, où avait-elle déjà eu sa petite? Je pense que oui. À l'époque, c'était Philippe Couillard, qui n'était même pas encore premier ministre, qui était ministre de la Santé. Puis ça avait brassé. Ça avait brassé, cette commission-là. Puis autant j'étais satisfait de voir que le gouvernement de l'époque de Charest allait finalement bouger sur la question, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément de voir que ça prenait une vedette. Ouais, c'est ça. Il faut que ça fasse bouger les affaires. Puis c'est un peu comme quand Véro a lancé son documentaire là, sur les problèmes hormonaux des femmes en ménopause. Tant mieux si ça arrive. Puis c'est vrai que c'est un autre sujet tabou, puis un autre sujet grave qui touche quand même la moitié de la population du Québec. Mais Véro elle-même le dit, puis Julie Snyder, elles le disent elles-mêmes, ça prend quand même des vedettes pour que ça bouge. Pour se faire entendre. Exact. Alors, c'est clair que pour les couples ou les familles qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas entendus, puis il y a d'autres maladies ou d'autres situations dans la société qui sont tabous. L'autisme, par exemple, pendant des années, on n'en parlait pas. Ça n'existait même pas. Puis les familles n'avaient pas de voix là-dessus. Encore là, ça a pris Charles Lafortune, puis Sophie, sa femme, pour sortir sur la place publique cette affaire-là. Fait que ça prend comme toujours des champions qui vont prendre la balle au bon. Je suis content de savoir que Marois Risky est venue, parce que Marois, non, elle n'est pas critique en matière de santé chez les libéraux. Ça, c'est son collègue André Fortin, avec qui je travaille aussi régulièrement. Mais Marois, en termes de communication, c'est une bombe. Là. Mais absolument. Ça a été un épisode extraordinaire. Là. Elle est fantastique, Marois. D'ailleurs, elle est en congé de maternité ces temps-ci. Moi, quand je la vois ces temps-ci, c'est en Zoom, parce qu'on siège sur une des commissions de l'Assemblée nationale. Puis souvent, elle a un des bébés dans les bras, puis on entend le bébé en arrière. Fait que tant mieux pour elle. Puis son conjoint, qui est un autre député libéral, d'ailleurs, Greg. C'est du monde que j'apprécie beaucoup, mais on n'est pas de la même famille politique. Puis vous pouvez penser à juste titre que libéral, solidaire, on ne se rejoint pas tellement sur beaucoup de sujets, mais cela dit, on est des humains. C'est des collègues de travail, je les apprécie beaucoup. Puis je suis sûr que Marois vous a donné un super bon show. Puis au-delà du show, c'est quelqu'un qui est capable de parler. Là. Oui. Très beau témoignage, d'ailleurs. À l'inverse, pourquoi c'est important pour vous, en tant que parti politique, de venir à notre podcast puis de parler, de prendre position sur ce sujet-là? Mais la genèse chez nous, c'est quand on a reçu la demande, le premier réflexe des partis politiques, c'est de dire What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour nous? Pourquoi j'irais? Est-ce que c'est suivi beaucoup? Est-ce que ça donne la visibilité? Est-ce qu'il y a des pièges là-dedans? Autrement dit, si on reçoit une demande de tout le monde en parle, tout le monde va y aller. C'est sûr. Tout le monde va y aller. C'est sûr. En marchant à genoux dans du verre brisé, s'il faut. Là, merci tout le de le dire. monde va aller votre là. votre honnêteté. Après ça, on se dit, ça, c'est un podcast, c'est pas connu. Fait que c'est sûr que les gens de communication dont c'est le métier, honnêtement, le premier réflexe, c'est souvent de dire pourquoi tu vas perdre ton temps à aller là, personne ne va écouter ça, c'est pas connu, c'est ci, c'est ça. Et je connais pas les chiffres vos chiffres d'écoute, mais moi, j'ai convenu assez vite avec l'équipe des coms qu'il fallait qu'on soit là, justement parce que c'est un sujet important. Puis les sujets importants ne sont pas nécessairement plus importants parce qu'ils sont à Tout le monde en parle ou au téléjournal 22h de TVA. On en parle ici, ça va être écouté, ça va faire boule de neige. Alors, il y a juste 24 heures dans une journée, puis juste 7 jours par semaine, on ne peut pas travailler tout le temps. Là. Puis on a eu un peu de mal, nous autres aussi, à nous trouver une date à un moment donné, parce que c'est ça aussi la vie de député. Mais moi, j'y tenais à venir ici. Ça a pris un peu d'organisation, d'horaire. Je pars de Montréal, ça m'a pris 20 minutes de me rendre ici. Et ça va, là, c'est correct. Là. Puis c'est un sujet, oui, c'est un sujet important. Puis si je suis cohérent avec moi-même, je vous ai dit tantôt que c'est plate, ça prend toujours des vedettes. Ça prend aussi des élus, dont c'est le travail de parler de ça, dont c'est le travail de porter les dossiers. Puis des dossiers de gens... C'est drôle parce que en ce moment, dans mon bureau de comté, j'ai un cas d'un couple. Il se trouve que c'est des voisins à moi. Je l'ai su après.
Ils ne sont pas venus comme voisins. On se connaît à peine. Je les vois, ils promènent leur chien en face de chez nous parce qu'il y a un parc, tout ça, puis on se dit bonjour, tout ça. Puis j'ai su après qu'ils sont intervenus, qu'ils sont venus à mon bureau parce que justement, ils ont des problèmes. Et ils sont pas capables de faire des enfants, puis ils sont suivis, ils sont traités. Et tout d'un coup, je ne peux pas dévoiler tous les détails, surtout pas leur nom, là, mais tout d'un coup, Sainte-Justine a déplugué l'affaire. Puis on dit, on arrête les traitements. Ça, c'est récemment? C'est tout récent. Là. Ce dossier-là est actif en ce moment. Okay. On essaie de faire réactiver les traitements, parce que c'est une question de sous. Ces programmes-là ont été soit coupés, je ne connais pas tous les détails, là, soit coupés, mais de toute façon, ces gens-là avaient commencé un traitement, puis à un moment donné, Sainte-Justine a dit, bon, on arrête. Puis là, ces gens-là se retrouvent devant rien. Ils avaient fait, je crois, un traitement. De fécondation in vitro, donc, pour moi, c'est important, oui. Pour moi, c'est important, donc, pour répondre. Une très longue réponse pour une question courte. Là, pourquoi je suis ici? Ben, c'est pour ça. OK. Bien, merci beaucoup. Au-delà de l'infertilité, du sujet de l'infertilité, parmi les sujets tabous, pourquoi vous pensez que c'est difficile pour les politiciens de se prononcer sur des sujets qui peuvent être sensibles auprès de la population? Bien, est-ce que c'est un sujet tabou parce qu'on parle de gens qui ne sont pas capables de faire d'enfants, de femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes? C'est intime, hein? C'est quelque chose qui est très intime. Ou c'est parce qu'on ne veut pas parler d'argent? Moi, je pense que le tour de la question, il a été fait sur l'infertilité. Les traitements existent. La science existe sur la question. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une grosse question d'argent là-dedans. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Comme tous les autres traitements en soins de santé. Comme tous les autres traitements. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Faut recommencer. Où est-ce qu'on met la ligne? Où est-ce qu'on arrête? Souvenez-vous aussi qu'à une certaine époque, il s'est passé ce qu'on a appelé à Québec, là, dans certains cercles, le cas Legendre, de Joël Legendre, avec son conjoint, qui ont eu une mère porteuse, qui ont fait un enfant. Est-ce qu'il fallait que ça aussi, ça soit couvert si la mère porteuse est infertile? Moi, je pense que le gouvernement a comme peur d'ouvrir la porte, puis qu'il y a une déferlante, puis que ça coûte très, 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 très cher. Donc là, on a deux tabous. Le tabou de financer des soins de santé, puis le tabou de l'infertilité. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je pense que le gouvernement avance et recule, parce qu'on avance et on recule dans ce sujet-là depuis des années. Constamment, oui. Ouais. En partant du fait que l'infertilité, c'est reconnu comme une maladie, pourquoi est-ce qu'on se pose la question à guérir une maladie jusqu'au bout? Oui. Ben, pourquoi est-ce que les dents ne sont pas couvertes par la RAMQ puis dans notre régime d'assurance maladie? La dernière fois que j'ai vérifié, les dents, ça fait partie du corps humain. Là. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Si moi, je joue au hockey, je me fais péter une palette puis la lèvre en même temps, là, ma lèvre, elle va être couverte par la RAMQ. Ma palette, elle ne sera pas. C'est absurde. D'autant qu'on sait que tu as des problèmes de dents, ça peut causer toutes sortes de problèmes, jusqu'à des cancers puis à des maladies coronariennes, donc des crises cardiaques. On le sait. Ça, la science est là. Question d'argent. En 1973, quand on a créé la RAMQ, on devait mettre les dents. Le gouvernement Bourassa avait dit « ça va coûter cher d'un coup, on y mettra plus tard. » Mais évidemment, quand tu lances un programme puis tu ne mets pas tout dedans au début, c'est difficile après ça de le rajouter, surtout si ça coûte très, très cher. L'infertilité, c'est la même chose. Ça va coûter beaucoup d'argent si on embarque là-dedans. C'est bête, là, mais c'est ça. Est-ce que vous savez, vous savez, au Québec, là, allez-y. La podiatrie. Ouais. Pas mal tout le monde a deux pieds. Là. C'est compliqué quand tu as un pied qui ne fonctionne pas. Là. Encore pire les deux. Là, c'est assez difficile de fonctionner dans la société. La podiatrie, c'est uniquement privé au Québec. Il n'y a pas de podiatre au public. Si tu vas voir un podiatre, il faut que tu payes tout le temps. Si tu as une assurance, tant mieux. Si tu n'en as pas, tant pis. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les pieds ne sont pas couverts? Ça fait partie du corps humain, ça fait partie intrinsèque de la vie, tu sais. Question d'argent. Question d'argent. Les dents, à moins que je me trompe, mais il y a un programme de couverture d'assurance maladie qui est en place par le gouvernement fédéral depuis quelques mois. Ouais. Donc ça, mettons, c'est réglé, les dents. Puis j'ai juste envie de dire, traiter des dents puis traiter une infertilité, ça coûte pas la même affaire. Là. C'est pas du tout le même investissement, c'est pas du tout le même
le même endettement. Et ça n'a pas du tout les mêmes répercussions psychologiques et en termes de souffrance non plus. Oui, c'est clair. Et tout le monde va un jour aller chez le dentiste. C'est pas toutes les femmes qui vont aller dans des cliniques d'infertilité. C'est sûr que le volume est moins grand. Premièrement, on peut pas dire femme ici parce qu'il y a autant de causes d'infertilité masculine que de causes d'infertilité féminine. Donc, l'infertilité, M. Marissal, c'est loin d'être une affaire de femme. Je comprends. Merci. Je suis d'accord. Est-ce que vous savez, ça touche combien de personnes, l'infertilité? J'ai vu des stats qui parlaient d'1,5 million de personnes environ au Québec. OK. Est-ce que vous savez, ça représente quel pourcentage? 1,5 million de personnes au Québec? Une statistique genre... Ben, on est autour de 20 ici, là. OK. C'est à peu près ça. OK? Fait que c'est 1 personne sur 6 qui va vivre de l'infertilité à chaque année au Québec et à travers le monde. Ça, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé. Mm-hmm. Ce qui est effectivement à peu près 17 de la population québécoise. OK? Je ne sais pas c'est quoi les statistiques de gens qui vont avoir besoin, parce que là, je reprends les exemples que vous me donnez. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques de gens qui vont avoir besoin de podiatre, par exemple, versus la statistique de gens qui ne sont pas capables de procréer. Mm-hmm. Mais je trouve juste votre comparaison intéressante, disons, parce que, en fait, j'ai juste envie de vous demander, qu'est-ce que vous connaissez de l'infertilité? Je vais vous relancer comme ça, plutôt. Ben, assez peu, puisque ça n'a pas touché ma famille, en tout cas. Moi, j'ai 4 enfants, 2 dont je suis biologiquement le père et 2 par filiation. Je sais que ça touche des familles qui sont lourdement soit endettées parce qu'ils payent des traitements, et que ça joue sur le psychologique d'un couple, que ça détruit des couples. Mais je ne connais pas. J'ai eu la chance de ne pas connaître ça intimement. Et pas proche de moi non plus. Moi, j'ai juste envie de vous dire que oui, c'est effectivement des gens qui peuvent s'endetter, mais c'est des gens qui vont être en détresse psychologique. C'est des gens qui vont vivre une souffrance tellement profonde, M. Marissal, qui peuvent en avoir des idées noires. C'est une perte identitaire, c'est des remises en question. Moi, je fais quoi ça à terre ici si je suis pas capable d'avoir d'enfants, si je suis pas capable de me reproduire? C'est des épuisements, c'est des arrêts maladie à long terme, de la dépression, de l'anxiété. C'est toutes les maladies de santé mentale qu'on prône, tu sais, puis qu'on dit aux gens, faites attention, là, bien, tous ces problèmes de santé mentale-là peuvent être engendrés par de l'infertilité. L'infertilité peut causer aussi ça, en plus de subir de la souffrance physique chez la femme, et des fois chez l'homme, parce que des fois, l'homme doit avoir recours à des chirurgies, dans de rares cas. Mais chez la femme, des traitements, par exemple, de fécondation in vitro, où il faut aller ponctionner ovule par ovule en rentrant des grandes aiguilles pour perforer l'utérus, c'est extrêmement souffrant pendant et après. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que, selon vous, ça fait du sens, pour revenir au fait que c'est une maladie, qu'on mette des limites dans les traitements à une maladie? Ben non, ça fait pas de sens. Puis, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure là, sur ma comparaison avec les podiatres. C'est précisément ça que je voulais dire. S'il y a un problème de santé, ou les dents, si on a un problème de santé qui nous affecte, ça devrait être couvert normalement. C'est précisément ça pourquoi j'avais pris l'exemple des dents ou des pieds. Pour moi, ça n'a pas de sens que quelqu'un qui a des problèmes de santé dus à des problèmes de dents, on attend qu'il fasse une crise cardiaque pour traiter les dents aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison, pour dire que ça n'a pas de sens que ça ne soit pas couvert. Il y a d'autres non-sens là, au Québec dans notre système de santé. Contrairement à la majorité des juridictions dans le monde, l'obésité n'est pas considérée comme une maladie au Québec. Ah, ouais.
L'obésité, ça touche pas mal de monde. Je pensais vraiment que c'était considéré comme une maladie ici. Non, c'est considéré comme une maladie par l'OMS. C'est considéré comme une maladie à peu près partout. Mais au Québec, les gouvernements successifs ont refusé systématiquement. Puis ça, c'est un tabou aussi. Là. Mais les chirurgies bariatriques sont couvertes. Oui, heureusement. Mais ça, c'est un méga tabou, l'obésité aussi. Alors, fait que l'obésité, c'est pas une maladie, mais la chirurgie pour guérir l'obésité qui n'est pas reconnue comme une maladie, ça, c'est couvert, pas de problème, on va pas s'ostiner. C'est couvert, mais il y en a très peu de c'est dans des cas extrêmes. Mais toute la prévention puis tout ce qui viendrait avec le traitement de l'obésité, c'est pas couvert, à moins que tu es en train de mourir puis tu as vraiment besoin d'une chirurgie bariatrique. C'est pas couvert. Alors, encore là, c'est une question d'argent, c'est une question de tabou de dire les gens sont obèses, on ne va pas les traiter de malades. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Je ne connais pas la réponse précise, mais il y a quelque chose là-dedans aussi. Mais tout ce que vous décrivez, la détresse psychologique, l'absence au travail, les idées noires, peut-être même des suicides, que sais-je. J'en doute pas. Des séparations de couple. Je doute absolument pas. J'ai vu de loin, je vous ai dit, moi, j'ai pas été touché par ça, et tant mieux. Je touche du bois pour que mes enfants aussi soient pas touchés par ça. Mais j'ai vu des cas de gens dans mon entourage professionnel, notamment, de femmes, entre autres, collègues, qui ont, à un moment donné, dû abandonner cette idée-là. Certaines avec sérénité, d'autres pas du tout. Mais après ça, c'est compliqué d'avoir une discussion avec, par exemple, une collègue qui te dit « Ouais, tu sais, moi, j'ai pas eu d'enfant, j'ai essayé, on n'a pas été capable, j'ai quitté ce conjoint-là, on a même pensé à l'adoption à un moment donné, j'avais commencé les procédures d'adoption, puis à un moment donné, on s'est séparés, ça n'a pas marché. » C'est difficile, à moins d'être très proche de cette personne-là ou de ce couple-là ou de rentrer dans leur intimité pour avoir cette discussion-là. Justement parce que qu'est-ce que tu en connais vraiment, toi, de l'infertilité? Qu'est-ce que tu peux vraiment dire à part des banalités, dire « je suis désolé ». C'est quelque chose que si on ne le vit pas, je pense qu'on ne comprend pas exactement là, ce que c'est. Puis j'en fais partie des gens qui ne comprennent certainement pas tout ce que ça représente. Je vous dis, moi, on a eu la chance avec mon ex-conjointe d'avoir des enfants à peu près au moment où on avait décidé. Ma collègue Marois et Greg, ils en ont eu finalement. Il commençait à être un peu tard, puis tant mieux pour eux que ça a fonctionné. Mais je ne suis pas intime avec des gens qui vivent ça. Mais je sais qu'il y a de la souffrance. Est-ce que vous la connaissez, la loi entourant les traitements de fertilité au Québec? Je ne connais pas tous les détails. Qu'est-ce que vous connaissez? Je sais qu'il y a une limite sur ce qui est payé, c'est-à-dire généralement une ronde de traitement. Un cycle de fécondation in vitro. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je sais que ça ne représente pas exactement ce que la science a dit. Puis je sais que les spécialistes de la question auraient voulu que la loi aille beaucoup plus loin. Ce que je ne sais pas exactement, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas allé plus loin. Si ce n'est, malheureusement, une question d'argent. Puis, je sais que ma réponse ne fera pas plaisir à personne, là. Mais je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires. Là. Question d'argent, ça revient constamment. Là. Ah oui, on le sait. Sur tout. Puis, je connais pas l'avenir, mais malheureusement, dans le contexte économique, financier, budgétaire dans lequel on est au Québec, là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va se régler rapidement. Là. On n'est pas dans un cycle budgétaire où le gouvernement a l'air parti pour ajouter des couvertures à la RAMQ. Non, ça va pas bien du tout. On n'est même plus capable de construire des hôpitaux qui s'effondrent au Québec. Oui, je sais. Mais est-ce qu'on devrait le faire? Oui, absolument, on devrait le faire. Nous, on pense qu'on devrait élargir la couverture, puis on devrait rentrer ça dans la RAMQ, puis le payer. Donc, si Québec solidaire est élu... On ramène ça dans le giron public, puis on paye. Puis vous payez, vous êtes là, on va s'asseoir ensemble, puis on va discuter jusqu'à combien on va. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Il faut que les scientifiques entrent dans le débat, comme dans n'importe quel traitement. Je ne suis pas un scientifique. C'est pas moi qui va jouer le scientifique ici. Mais pour nous, ça devrait être couvert. OK. On a proposé, je reviens à mon exemple. Parce que c'est couvert en ce moment. Oui, mais c'est limité. C'est très limité. C'est limité, puis
ça a développé tout un pan privé, ce qui est normal, parce que la nature a horreur du vide, puis il y a un besoin, donc il va y avoir une offre. L'offre, elle est privée, puis ça peut coûter très, très, très cher. Je reprends mon exemple de dents. Là. Je sais que je suis fatiguant avec ça, là, mais on a aussi proposé que les dents soient couvertes. Oui, ça coûterait 1,5 milliard, mais ça coûte cher de ne pas traiter le monde. Hein. Ça coûte cher de ne pas traiter le monde. Ça coûte cher des familles qui se disloquent, des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils sont en dépression. Ça coûte cher aussi à la société, ça. Mais oui. Puis vous payez des impôts comme tout le monde. Absolument. Absolument. Puis je sais, on va se faire répondre encore, parce que la CAQ, surtout, sont bien forts là-dessus pour nous répondre à ça. Ouais, Québec solidaire pense que l'argent pousse dans les arbres. Moi, je pense que l'argent pousse dans les poches du monde, puis le monde paye pas mal d'impôts au Québec. Bien, on est la province la plus taxée au pays, là. Oui, puis en plus de ça, on garde la taxe sur le gaz. On devrait avoir province au Québec, on devrait avoir des services qui viennent avec. Absolument. Bon. On s'entend là-dessus. Là, je vous parlerai pas de Nordvolt puis tout le gaspillage on n'est pas ici pour de ça, Saclic et compagnie, mais si on a de l'argent pour ça, je présume qu'on a de l'argent pour traiter notre monde correctement. Merci pour ça. Mais en même temps, on paye, puis je veux dire, on s'entend, là, les routes, ça paraît, là, c'est beau, les hôpitaux, c'est beau, on sait où va notre argent, c'est le fun. Franchement, ça me dérange pas du tout de payer des taxes, surtout en sachant que c'est très limité par rapport aux services qu'on reçoit. Là. Ça, honnêtement, c'est une aberration parce que on dit aux adultes, en fait, aux futurs parents qui aimeraient devenir des parents, on va vous aider, mais poussez pas trop votre loc. On va vous aider dans les mesures où on est capable, mais après ça, si ça tombe dans un deuxième cycle, ben là, nous, on se retire, puis bonne chance avec le reste. Ça, pour moi, c'est un non-sens complet. Là. Puis, je veux juste revenir sur quelque chose, c'est que c'est important, vous avez dit quelque chose de très important. Si vous êtes élu, vous ramenez ça sur la place publique et vous ramenez la gratuité. C'est ce qu'on comprend. Non, mais il y a déjà une couverture. Moi, je veux juste qu'on dise les choses comme il faut. Là. Il y a déjà une couverture par la RAMQ. Ouais. Ce qu'il dit, c'est qu'il regarderait à l'élargir. Okay. Exact. OK. Ça, je trouve ça important. Sur des bases scientifiques et non pas des bases politiques. Selon les études les plus à jour, je ne sais pas, moi, exactement, là, ça prend combien de traitements, là, idéalement. Là. Ça ne marche pas du premier coup. En fait, je vais le dire autrement. Y a-t-il un moment, scientifiquement, où quelqu'un doit dire « on arrête, ça ne marchera jamais ». Je vous l'ai dit, là, en toute transparence, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, mais on fait ça à journée longue à l'Assemblée nationale, étudier des lois, puis faire venir des scientifiques, puis faire venir des professionnels qui nous expliquent des situations. J'imagine qu'il y a un moment donné, ne serait-ce que par l'âge, pas nécessairement, M. Marissal, parce qu'il y a des femmes de 27 ans qui vont être en ménopause précoce, puis il y a des femmes de 44 ans qui vont avoir des bonnes réserves ovariennes puis qui vont tomber enceintes du premier coup. Là. Je comprends, mais à 52, mettons, on s'entend que là, peut-être scientifiquement... Ben moi, voyez-vous ça, là, parce que là, vous en parlez, l'âge, pour moi, c'est un facteur qui me tape bien gros ses nerfs, parce que comme je viens juste de vous dire, il y a des jeunes femmes qui, leurs chances de tomber enceinte naturellement sont quasi nulles, alors qu'il y a des plus vieilles, OK, qui sont capables de tomber enceinte sans problème. Fait que plutôt que de regarder l'âge, moi, je le dis depuis longtemps, il faudrait plutôt s'adresser au portrait individuel de la femme qui est devant nous, plutôt que de toutes nous mettre dans le même bateau en se fiant seulement à notre âge. Parce que l'âge, là, ça n'a pas rapport. Je suis d'accord avec vous pour dire que la tendance montre que plus la femme vieillit, moins ses chances sont grandes. Là, je vous rejoins. Mais c'est pas parce qu'il y a une tendance qu'il faut mettre toutes les femmes dans le même bateau. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que ça prend des évidences scientifiques que je n'ai pas. Puis c'est pas moi qui va vous les pendre non plus. Mais à partir du moment où on a ces évidences scientifiques, on est capable de créer un programme qui dit on fait tant de cycles. À partir d'un moment où il ne faut pas mettre la vie des gens en danger non plus quand on traite, là. Ça, c'est dans toutes les maladies. À un moment donné, il ne faut pas que le remède soit pire que la maladie. Mais tous ces cadres-là existent. Là. Tous ces cadres-là existent. L'autre chose qu'il faut faire, généralement, c'est d'aller évaluer ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis de prendre les meilleures pratiques. Ça, à chaque intervention que je fais, ou à peu près, je demande toujours à la recherche, trouvez-moi ce qui se fait ailleurs dans le monde. Le pire puis le meilleur exemple. Qu'on soit capable de comparer. Parce qu'il y a certainement des pays qui sont mieux que nous. Ah oui, ben oui, il y a des avancées. Oui, peut-être dans les traitements de fertilité, il y a des pays où les avancées sont
sont plus loin. Puis il y en a, par exemple, en France, il me semble que c'est 4 cycles. C'est 3 ou 4 cycles de fécondation in vitro qui sont couverts à 100%. Je veux revenir justement sur le fait que si Québec solidaire est élu, vous ramèneriez le sujet de l'infertilité sur la table, mais vous avez aussi dit tantôt que le sujet de l'infertilité avait été abordé de long en large, on avait fait le tour de la question. Donc, comment est-ce que vous justifieriez de ramener ça sur la place publique si c'est peu connu et qu'on a fait le tour de la question déjà? Par l'évidence que ce qu'on offre en ce moment comme couverture est insuffisant. Pour moi, la souffrance des gens, là, c'est une donnée qui est mesurable en plus. On peut faire des études là-dessus. Je suis persuadé qu'il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus. Pour moi, la souffrance des gens, quand on peut en plus l'éviter, c'est une raison suffisante pour aller de l'avant avec un programme social. On évaluera les coûts. On rentrera ça dans le budget. J'en conviens, mais c'est comme pour tout le reste en santé. On peut dire, on ne couvre pas ça, puis les gens iront au privé. Mais à la fois, c'est toujours la même personne qui paye 2 fois tes impôts, puis après ça, tu payes au privé. Moi, je ne vois pas pourquoi on limiterait, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas toujours du premier coup, que ça peut être plus compliqué puis plus long que ça. Je ne vois pas pourquoi, sur la base simplement budgétaire, on dirait « Ah, ben regarde, ça ne marche pas une première fois, on arrête là, puis that's it, that's all. » C'est mon moment où je t'interromps maintenant dans ton écoute. Mais oui, je sais. 30 secondes, OK? C'est tout ce que je te prends pour te parler de Gabrielle. Gabrielle Darvaux, qui est la femme derrière l'entreprise Littoral Marketing, ton agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Gabrielle, c'est une femme qui a fait un processus de fécondation in vitro pour être maman et qui est encore, d'ailleurs, en processus au moment d'enregistrer cet épisode. C'est une fille de région qui vit sur le bord de l'eau et qui adore ça. Donc, c'est une fille qui est très calme, très zen, mais aussi très, très, très créative. Donc, si vous avez besoin d'aide là, pour votre entreprise, là, contactez donc Gabrielle. Vous allez la trouver sur Instagram, notamment, via le compte de Littoral Marketing. Parce que si on veut parler d'investissement, selon Marois Risky du Parti libéral du Québec, qui est fiscaliste de formation, c'est un investissement de payer de la fécondation in vitro. Pourquoi? Parce qu'on met au monde des enfants, puis ces enfants-là, plus tard, vont être sur le marché du travail, puis ils vont payer des impôts comme tout le monde. Et leurs parents seront plus productifs aussi, plutôt que de devenir éventuellement des gens qui vont être considérés comme un boulet pour la société. Oui, parce qu'ils vont être endettés, parce qu'ils vont avoir des problèmes de santé mentale, parce qu'ils n'auront jamais réalisé leur désir et leur profond besoin viscéral de transmettre de l'amour et de transmettre leur gène, d'avoir une famille. Voilà. Bref. Justement, dans un contexte où les taux de natalité au Québec continuent de diminuer et où l'infertilité affecte de plus en plus de Québécois. Parce qu'en ce moment, la statistique, c'est 1 personne sur 6, mais c'est une statistique qui ne va pas aller en s'améliorant. Là, ça, les études le disent, le démontrent. Il y a un paquet de facteurs environnementaux sociétaux, effectivement, qui font en sorte que nos habitudes de vie aussi ont un impact direct sur notre fertilité. Le Québec compense en grande partie, peut-être, ce déclin démographique par l'immigration. Ouais. Comment on peut équilibrer les deux réalités, donc l'immigration et l'infertilité, en investissant à la fois dans l'accès au traitement de procréation médicalement assisté et dans des stratégies d'intégration de nouveaux arrivants pour que tous les Québécois se sentent équitablement considérés? Ben, je pense que ça revient au début de la conversation, tu sais. Pourquoi est-ce que le gouvernement, après avoir considéré un élargissement des traitements couverts, a décidé que ce serait juste un cycle? Pourquoi? Question de sous? Je pense que c'est purement ça. Tu sais, puis l'immigration, il se fait beaucoup de politique là, sur le dos de l'immigration là, en ce moment au Québec. Là. Je ne ferai pas de lien nécessairement entre l'immigration puis ce que je vais appeler les deux souches, c'est-à-dire essentiellement nous. Là. Et d'ailleurs, si un couple de Français ou de Finlandais ou de Sud-Africains viennent s'établir ici,
qui sont pas capables d'avoir d'enfants parce qu'ils sont infertiles, je présume qu'on va aussi les couvrir. Là. Mhm. Donc, je ne ferai pas de lien direct avec l'immigration là-dessus parce que moi, j'entends malheureusement souvent des gens dire « Ouais, on sait bien, les Maghrébins, ils font 3, 4, 5 enfants par famille. Fait que c'est sûr qu'avant longtemps, ils vont être plus nombreux que nous autres dans certains quartiers. » Bon, moi, de toute façon, je n'embarquerai pas dans ce genre de discours-là. Là. Je ne suis pas favorable à ce genre de discours qui peuvent mener sur des dérapes là, dangereuses qu'on a déjà vues. C'est notre mode de vie aussi en Amérique du Nord qui fait qu'on fait moins d'enfants. Tu sais. On a un mode de vie beaucoup plus individualiste. Les 2 parents travaillent ici, généralement, ce qui est moins le cas dans d'autres cultures. Il faut qu'on ait la maison, il faut qu'on ait le chalet, il faut qu'on ait 2 chars, qu'on travaille, on travaille. On n'a pas beaucoup de temps. Et je pense que ça contribue aussi, certainement, à la croissance de l'infertilité. Ben On oui. n'a pas des milieux de vie très sains. Mhm. On n'a pas des habitudes de vie qui sont très saines. Mhm. On n'en est pas Tu sais, conscient. on n'a là. jamais le temps ou à peu près de rien. Mhm. Les seuls moments où on est capable d'avoir du temps, c'est qu'il faut qu'on s'endette pour se prendre un billet d'avion pour aller dans un tout compris pendant une semaine. Puis même ça nous stresse au bout parce que c'est stressant de faire ça. Puis tu sais pas si ton avion va arriver à l'heure. Puis là-bas, tu sais pas si là-bas va être bonne. Puis là, tu vas vivre tes vacances en stress. Puis tu reviens, tu es stressé. Tu sais. Alors, moi, je pense que notre rythme de vie, j'ai pas de solution contre ça. Là. Je ne suis pas un exemple, moi non plus, parce que j'ai une job de fou puis une vie de fou. Là. Mais je pense que ça fait en sorte qu'on n'est pas des... On n'est peut-être pas des parents à devenir tout à fait équilibrés. Tu sais. Puis moi, je l'ai vu quand les enfants sont arrivés, là, je me suis trouvé complètement dépassé très, 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 très vite. Là. Puis Ouais, là, mais ça, je pense que c'est ça prend des normal là, pour le garderies, commun des ça prend des mortels. garderies pour tout de suite pour nos enfants. On se sent super mal parce qu'on est toujours coincé là-dedans. Fait que je pense qu'on a des rythmes de vie qui favorisent pas la famille non plus. Mhm. Je pense que la question par rapport à l'immigration, c'était plus dans le sens où, tu sais, je pense, là, peut-être que j'ai mal compris, mais je pense qu'on favorise l'immigration pour justement peupler, densifier notre province, notre pays. Fait que moi, c'était plus dans le sens, ben si on élargissait la couverture des traitements de fertilité, peut-être qu'on y arriverait de peupler, nous aussi, par les 2 souches, comme vous l'avez dit, là. Comprenez-vous qu'est-ce Ouais. que je veux dire? Ouais, j'ai pas les statistiques combien on pourrait faire d'enfants de plus Non, moi non plus, si là. on élargissait, sans doute, mais je le mettrais plus sur le bien-être des familles que sur la croissance démographique. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'en voulais des enfants. J'en ai eu. Je peux pas, dans ma position, imaginer ce que c'est d'en vouloir puis pas être capable d'en avoir. Mais je peux quand même m'imaginer ce que ça peut faire. J'ai jamais eu de problème de santé mentale à ce point que j'aurais pensé, par exemple, passer à l'acte ou quoi que ce soit. Donc, c'est difficile pour moi de réaliser ce que ça fait vraiment dans le ventre, dans la tête, dans le cœur, dans tout, là, tu sais. Mais je suis quand même capable d'avoir une idée de ce que ça fait. Tu sais. Vous êtes quand même capable de j'ai- reconnaître que la souffrance Ben, c'est vécue par clair. les gens, elle est là et elle est vraie. C'est clair. Moi, ma vie serait pas du tout la même si j'avais pas eu d'enfants, là. Mais non, c'est Ils sont sûr. grands, là, maintenant. Là. Ma fille, elle a 23, mon garçon a 19 ans. Les 2 autres que ma conjointe avait, ils ont à peu près la petite a 15 ans. Tu sais, je peux pas imaginer ma femme si elle n'avait pas eu d'enfant, là. Elle y serait pas arrivée, probablement pas, là. C'était profondément ancré chez elle, là. Moi aussi, mais probablement jamais autant que ma femme, là, qui... Fait qu'imaginez, vous êtes capable de voir ça chez votre femme qui a des enfants. Mhm. Imaginez une femme qui a ça, cet amour ancré, cet instinct maternel inné, profondément ancré, Ouais. mais qui n'est pas capable de faire un enfant. Puis elle l'a pas choisi, là. Elle n'a pas fait le choix de ne pas être capable de faire un enfant, là. Ou son conjoint n'a pas choisi d'avoir une mauvaise qualité spermatique, là. Non. Puis, malgré ce non-choix-là, on nous dit, ben pour y arriver, il va falloir vous payer. Bon, non, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie. Oui, c'est 10 000. 10 000 au minimum, là. Ça, c'est vraiment la base, là.
Mais non, il n'y a aucune garantie. Ça se peut qu'après le 10 000, il n'y ait rien au bout, puis que là, si vous voulez commencer, ben là, ça va peut-être être plus 15 000, parce que là, on va faire des tests plus poussés, là, tu sais. Imaginez. Essayez juste de vous faire une petite idée. Je sais que vous n'êtes pas capable, mais merci de le nommer, parce qu'effectivement, tant qu'on ne l'a pas Non, vécu... non, je ne serais pas capable. Puis je ne vais pas m'approprier ça, tu sais. Mais non, on peut pas. Je l'aurais pas... si je ne l'ai pas vécu profondément, je ne serais pas capable. Et il y a l'autre tabou, moi, je pense, c'est que les femmes à la retraite, par exemple, plus vieilles, puis j'ai beaucoup de mes amis, d'anciennes collègues qui n'ont pas eu d'enfants, puis qui arrivent à 60, 65, 70, 75 ans, elles vivent avec ce tabou-là. De De ne pas avoir eu d'enfant, que ce soit par Ouais. choix ou non, là. Oui. Ouais. Je dirais que moitié-moitié de celles que je connais, il y en a qui c'était vraiment un choix, mais elles sont jugées. Mhm. Elles ont été jugées toute leur vie, elles seront jugées jusqu'à la mort. Elles n'ont pas eu d'enfants, leurs amis en avaient, elles se faisaient juger. Là, maintenant, leurs amis sont grand-mère. Ça n'a pas grand-mère, en tout cas pas directement, parce qu'elle n'a pas eu d'enfants. Elle se fait juger aussi. Donc, il y a probablement la moitié que c'était des choix, la moitié qui ne pouvaient pas, soit parce que maladie, soit infertilité, un cancer, tu es obligé d'opérer, puis tu perds tes moyens reproductifs. Puis, je le sens, le malaise. Je le sens, le malaise. Pourquoi pensez-vous qu'il y a un si grand malaise entourant la fertilité, la maternité, la parentalité? Pourquoi pensez-vous? Ben, je vais commencer par une constatation. Le malaise que je ressens est toujours à l'endroit des femmes. Les hommes qui n'ont pas eu d'enfants... Pas grave, ça. On s'en fout. Je pense qu'il y a une forme de paternalisme là-dedans, Oui. de machisme aussi, Patriarcat, de là. patriarcat, que la femme doit avoir un enfant pour s'accomplir et que ça prend... Que la femme doit porter la vie et la mettre au monde et que ça fait partie de la société, ça fait partie de la civilisation. Puis qu'une femme qui ne l'a pas fait a nécessairement une vie incomplète, voire une vie vaine. Puis c'est souvent la propre famille qui va véhiculer ce genre de clichés auprès des femmes. C'est terrible. Là. Mhm. C'est terrible. Moi je pense à une amie en particulier qui est largement à la retraite maintenant, tu sais, puis elle n'en a pas eu, puis elle en parle régulièrement. Là. Donc, je vous relance avec C'est la une question. douleur profonde. Là. Pourquoi pensez-vous qu'encore aujourd'hui, en 2025, on continue de cultiver ces pensées-là, ces jugements-là à l'égard des femmes et ou des couples, peut-être? Pourquoi le patriarcat existe encore? J'en sais rien. Malheureusement, j'en sais rien, mais malheureusement, ça existe encore. Est-ce que c'est moins pire que ça a déjà été? J'ose le croire. Je n'ai pas la certitude. Ouais, je vous le ouais. comprends. Honnêtement, puis je veux rebondir là-dessus, c'est de plus en plus, les mentalités sont en train de changer par rapport à cette perception-là. Parce que moi, je parle personnellement, mais je parle aussi avec des gens autour de moi qui ont eu la chance d'être parents, mais des gars aussi. Puis ils se le disent, honnêtement, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais pas été un homme accompli non plus. Fait que oui, la perception de la femme, blablabla, mais l'homme aussi est impliqué là-dedans. Puis je pense que c'est important, puis de plus en plus, on le voit, mais cette perception-là du patriarcat, je pense que c'est beaucoup, il y en a encore, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que c'est beaucoup dans les années 80, 90, début 2000, puis heureusement, la société d'aujourd'hui, pour notre âge, de plus en plus, c'est en train de changer, puis heureusement, parce que ça n'aurait pas été beau qu'on vive encore dans les années... Tant mieux, puis je conçois qu'on n'est plus à l'époque où le curé allait cogner à la porte des maisons pour demander à madame quand est-ce que le prochain s'en vient, parce que ça fait 18 mois qu'il n'y en a pas eu un, là. Puis la madame en avait déjà 8, là, fait que heureusement, on n'est plus là. Est-ce qu'il y a encore des réflexes patriarcaux? Oui, assurément. Tu sais, en politique, une femme qui lève le ton, c'est une hystérique. Un gars qui lève le ton, c'est un combatif. T'sais. J'entends tous les jours des commentaires de mes collègues sur l'habillement de certaines femmes, certaines qui osent un peu plus, des couleurs, des trucs. J'entends jamais de commentaires sur le gars qui a une chemise noire et qui a une cravate rose, puis que ça fait pas pantoute, mais personne ne le dit. Diriez-vous qu'à l'Assemblée nationale, on a encore une vieille mentalité qui n'est pas capable de changer? Non, je dirais pas ça. Non, c'est pas une vieille mentalité qui n'est pas capable de changer. Est-ce qu'il y a des réflexes patriarcaux? Oui. Comme, tu sais, l'Assemblée nationale, c'est un reflet de la société. Mm-hmm. Puis c'est un milieu, en plus, qui est assez rétrograde sur certaines
façon de faire. Tu sais, l'Assemblée nationale, c'est un peu poussiéreux. Hein? Les règlements, c'est rigide, ça bouge pas vite. Ben, parlons justement de famille ou de créer des familles. Mes collègues, beaucoup plus jeunes que moi, là, qui ont ou qui veulent avoir des enfants ou qui en ont eu récemment, là, c'est le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est le cas de Marois Risky. C'était le cas d'Émilise Lessard-Terrien, qui n'a pas été réélue la dernière fois, mais ces gens-là, ces collègues-là, ils ont bien de la misère à avoir ce qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire un congé de maternité ou de paternité ou un congé parental. En fait, ça n'existe pas pour les députés. Ça, c'est un mauvais message. C'est un mauvais message. Marois Risky, quand elle a eu son deuxième, il y a des gens qui ont demandé combien de temps tu penses partir. Puis elle l'a pas pris, puis avec raison. Puis elle a dit, je vais partir le temps que ça va me prendre pour placer ma famille. J'ai 2 bébés. Mon chum est député aussi. J'habite Montréal, l'Assemblée nationale est à Québec. Je vais prendre le temps qu'il faut. Mais là, vous n'allez pas me mettre un timer puis me rappeler à chaque semaine, me dire s'il faut que je sois là, tu sais. Fait on n'est pas plus arriéré que le reste de la société à l'Assemblée nationale, sauf que l'institution elle-même a besoin de se moderniser, assurément, pour ça, par exemple. Par rapport au congé parental, M. Marissal, on avait envie de vous poser une question. Parce que non, c'est pas normal que les députés n'aient pas droit à un congé congé parental quand il y a des naissances ou adoption d'un enfant, par exemple. Mais ce qui est pas normal aussi, c'est que parce qu'au-delà de vivre de l'infertilité, je vous ai dit une personne sur 6, il y a aussi une grossesse sur 4 qui se termine en fausse couche. Ce qui est aussi énorme. OK? Nous, ici, personnellement, mon conjoint et moi, on en a vécu 2 fausses couches. Désolé. La première fois, j'ai dû avoir un curetage parce qu'on s'est rendu compte par échographie que l'embryon était encore bien collé, mais qu'il n'y avait plus de cœur. Moi, je fais partie des chanceuses qui ont droit à des congés maladie payés par mon employeur. Si j'avais été, par exemple, une professeure au primaire ou au secondaire qui a genre 6 jours de maladie par année, là, peu importe la raison, ben, il aurait peut-être fallu que je prenne ma petite boîte à lunch avec mon petit sourire le lendemain matin puis que j'aille travailler comme si de rien n'était. Trouvez-vous ça donc normal que des cas comme ça, comme une fausse couche, comme des traitements de fertilité, il n'y ait pas de congé? Qu'on accorde un congé pour ceux qui vivent une naissance ou une adoption. Ça, on n'enlève pas ça. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça, loin de là. Mais vous l'avez dit tantôt, vous reconnaissez la détresse, la souffrance, tout ça. Pensez-vous que ça pourrait être une bonne idée de travailler à l'élaboration, à la mise en place d'un congé pour les gens qui souffrent d'infertilité, qui sont en traitement de fertilité et pour les personnes qui vivent des fausses couches? Parce que, M. Marissal, oui, c'est une grossesse, pas une femme, une grossesse sur 4 qui se résorbe en fausse couche. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je m'en souviens plus. J'ai perdu mon idée. Mais oui, c'est une bonne idée. C'est non seulement une bonne idée, mais on a fait des propositions en ce sens. OK. Sur une banque de congés récemment et dans la dernière campagne électorale en 2022. Je pourrais vous retrouver le détail que je n'ai pas ici avec moi. Mais on a fait des propositions sur une banque de jours, justement. Puis, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a un débat transpartisan sur le deuil périnatal, justement. On a voté des motions là-dessus. Je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Je sais qu'il y a une volonté d'aller plus loin là-dessus. OK. Et c'est pas que QS. Les libéraux sont là-dessus aussi. J'ai une collègue députée libérale qui a amené la chose. Désirée McGrath. C'est Désirée McGrath parce qu'elle-même... a vécu de l'infertilité. Puis oui. Et je crois un deuil périnatal aussi. Puis vous l'avez dit, c'est 1 sur 4. Là. Fait que c'est pas une affaire rare. Là. C'est pas une affaire... banale. Banale, là. Puis... moi, je ne l'ai pas vécu avec avec la conjointe avec qui j'ai des enfants, mais ma conjointe actuelle là, a dû passer à travers ça, dans une situation critique même, là, avec hémorragie, et puis je fais grâce des détails, mais ça a été lourd et compliqué. Elle, en plus, c'était travailleuse autonome, fait que c'est encore pire. Tu t'arranges avec ton petit malheur, puis tu es pas mal toute seule, puis tu perds énormément d'argent aussi en même temps.
Fait que non, pour répondre à votre question, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis là aussi, il faut défricher tout ce secteur-là, puis il y a plein de tabous là-dedans. Hein? Ben oui, c'est Il y a rempli de Il y a tabous. plein de tabous sur les fausses couches, puis on n'ose pas trop en parler, Ben puis on ne oui. sait pas trop comment le prendre, Ben oui. puis on ne le prend pas de front. Mhm. Mais vous avez peut-être suivi récemment aussi cette histoire qui n'était pas du tout une histoire de fausse couche, mais un couple dont le bébé meurt subitement alors qu'il était parfaitement en santé. Le bébé est mort comme ça à 1 an. Puis quelques semaines plus tard, ce couple, évidemment éploré, là, vous l'aurez compris, là, a reçu la facture d'ambulance. Puis ils n'ont pas eu de congé, puis ils ont dû rembourser parce qu'ils avaient pris des congés. Puis dans le dernier budget, là, comme par hasard, là, il y a eu des améliorations notables sur ça précisément. Mais c'est un cas qui avait fait grand bruit. C'est un couple d'avocats qui sont capables de faire sortir l'histoire. C'est allé chez Patrick Lagacé. Mm. Ça a fait pas mal de bruit. On l'a amené à l'Assemblée nationale. On a fait des débats là-dessus. Mais ça a pris ça. Là. Mais oui, ça Il y a a des pris un gens qui drame. souffrent C'est ça. en silence. Exact. Dans leur petite ville peu connue où ils n'ont pas beaucoup de liens sociaux non plus, puis que la dame a fait une fausse couche. Donc, la réponse, c'est non, c'est pas normal. Fait que les propositions en 2022 dont vous nous parlez là, sur une banque de congés, de jours, c'était spécifiquement pour l'infertilité ou le deuil périnatal? C'était pour le deuil périnatal. Je ne me souviens pas, en toute honnêteté, si ça touchait l'infertilité. Puis est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous y avez eu une proposition de nombre de jours? Oui. C'était combien? Il faut que je retourne là, dans les fiches. Mais effectivement, il y avait une proposition d'une banque de congés. Vous avez fait mention des gens qui vivent en région. Avez-vous juste dit ça, là? Ou je l'ai halluciné? Non, j'ai dit quelqu'un dans une petite ville peu connue ou qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'est pas très... qui n'a pas un environnement ou un entourage. Des gens isolés, autrement dit. Là. Il y en a plein au Québec. Là. Bon, vous êtes d'accord avec nous pour dire que le Québec est assez grand. Mm-hmm. Hein? C'est très grand, c'est très vaste. Il faut parcourir des milliers de kilomètres pour traverser la province d'un bout à l'autre. Oui. Il y a donc des beaux Québécois qui vivent aux 4 coins de la province, donc forcément en région éloignée des grands centres. Mm-hmm. Il y a des gens qui vivent de l'infertilité en région éloignée et qui doivent faire 5, 10, 15 heures de route, aller à un rendez-vous, 5, 10, 15 heures, revenir à la maison pour aller à sa clinique de fertilité parce qu'il n'y a rien autour. Il n'y a rien proche, là. Fait que pour ces gens-là qui vivent en région éloignée, il y en a beaucoup de régions éloignées au Québec, on s'entend. L'accès aux soins est encore plus complexe. Donc, en plus de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la détresse psychologique, la détresse financière, blablabla, on rajoute un stress. Il y a quelqu'un qui est venu au podcast qui habite justement, tu sais qu'elle habite Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord. Ça lui prenait 15 heures aller à sa clinique de fertilité en route, faire la route. Elle devait partir 2 à 3 semaines de chez elle, là, quand elle partait pour des traitements ou des rendez-vous, parce qu'elle n'a pas le temps de faire du back and forth. Là. Non, c'est clair. Auriez-vous de même une idée pour améliorer l'accès aux services de fertilité au-delà d'augmenter la couverture? Là? Bien, ça commence effectivement par accroître la couverture, parce qu'au moins, si tu te déplaces, ça va être couvert par la RAMQ, là, donc tu n'auras pas à payer. Après ça, c'est une question de per diem. On appelle ça de per diem, d'allocation par jour pour déplacement. Ça fait des années et des années au Québec que le montant est gelé. Et il est gelé largement sous le minimum que ça prendrait. Ça fait des années qu'à chaque printemps, après le budget, on repose la même question au ministre de la Santé. Ça fait des années qu'il nous dit qu'il faut augmenter le per diem, parce que c'est vrai pour les traitements d'infertilité, mais c'est vrai pour toutes sortes d'autres traitements de gens qui viennent se faire traiter pour un cancer, pour des traitements de peau, pour toutes sortes de traitements, ou même des traitements psychiatriques qui ne sont pas disponibles en région. Des gens qui doivent se déplacer vers les grands centres, surtout Québec ou Montréal. Il y en a plein pour plein de traitements. Oui. Ces gens-là ont des frais de subsistance, je dirais, ridicules. Absolument. Et ça fait des années
qu'on demande au ministre d'augmenter ça. Ça fait des années qu'il nous dit que ça va être fait. Puis je vous le dis, là, dans 2 semaines, on reprend les travaux post-budgétaires. Puis on va reposer la question au ministre. Puis je pense qu'on va avoir la même réponse. Mais pendant ce temps-là, les gens qui se déplacent là, de Sept-Îles vers Québec pour des traitements, là, ou de Havre-Saint-Pierre vers Montréal, ou de l'Abitibi vers Laval, ben, ils ont le même montant qu'ils avaient il y a 10 ans, puis ça n'a pas changé. Alors, encore une fois, ces gens-là, on les laisse à eux-mêmes. D'un, ils n'ont pas de soins ou ils n'ont pas d'accès dans leur région, ce qui est déjà un problème. Oui. Mettons qu'on admette qu'on ne peut pas en avoir partout tout le temps, parce que c'est vrai que le Québec, c'est vaste. Mais une fois qu'on admet ça, le corollaire, c'est qu'il faut qu'on admette que ces gens-là vont devoir se déplacer. Ouais. Puis que ce sont des Québécois, Québécoises comme les autres, qui payent des impôts comme toi et les autres. Puis même s'ils n'en payent pas, ils font partie de la société, on ne peut pas les laisser. Ce sont des citoyens de 2e zone, de 3e ordre qu'on laisse tomber. Fait que, oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Puis encore là, c'est une question d'argent. Mhm. Mais oui, Fait que question là, ce que d'argent. vous dites, c'est qu'il y en a de l'argent de disponible pour aider financièrement les Québécois en région éloignée qui doivent se déplacer pour des traitements de santé. Mhm. Mais c'est juste que le montant, il est gelé depuis longtemps, comme Le- il n'a pas changé depuis... Le montant est gelé. Puis dans le cas OK. des traitements contre l'infertilité, Ouais. si on ne les couvre pas, ben, ils n'auront même pas le per diem. Mais là, ça, vous, dans le fond, vous parlez... Est-ce que vous parlez-vous d'un crédit d'impôt? C'est ça? Non, c'est un montant qui est versé. C'est réellement un per diem. Puis est-ce qu'on le reçoit avec la déclaration d'impôt ou ça n'a pas rapport? Non, il faut présenter une facture, puis la RAMQ rembourse un certain montant de ouais. déplacement. Fait que là, parce que je sais qu'en infertilité, on a droit à un crédit d'impôt Mhm. minime, OK? Oui, minime. Ouais. C'est une crotte de nez, là. Ouais, puis c'est après. C'est après les traitements, quand on fait le rapport il d'impôt. faut sortir de notre Bien sûr, poche, payer bien les sûr. intérêts, machin. Puis, genre, je pense que quand le salaire du ménage, donc du couple, je pense que c'est comme 60 000 Ouais. ou 100 000. Non, c'est 100 000. Donc, c'est 50 000 par personne. Puis on s'entend aujourd'hui 50 000 par personne, là. C'est la classe moyenne, là. C'est très moyen, oui. OK? Ouais. Aussitôt que le salaire du ménage atteint 100 000 et plus, Il n'y a plus de crédit d'impôt. ben, C'est que c'est le il y minimal. en a un, mais c'est minime, 2500, là. je pense. Comment? 2500. Ah, je pensais que c'était plus comme un pourcentage, là. C'est un très faible En tout pourcentage. cas, très faible pourcentage, on reçoit presque rien. Fait que c'est un petit peu rire de nous, de dire « Oh non, mais vous avez droit à un crédit d'impôt. » Ben oui, ça va me rembourser ma gomme ballon que j'ai achetée au dépanneur en gazant, là, tu sais. Mhm. Bref, OK. Fait que le crédit d'impôt, mais là, on aurait droit à ça aussi. Fait que les gens en traitement de fertilité, on aurait droit à ça. Parce que là, moi, ça, je savais pas ça, là. Mais j'ose croire que les gens qui sont couverts là, par le premier cycle là, Ouais, auraient droit à ça. ont droit à leur per diem. Là. Mais ceux qui payent, mettons, pour un deuxième, un cycle substantif, là, ils n'auraient pas le droit au per diem. Mais non, puisqu'ils ne sont pas couverts. C'est pas un traitement assuré. OK. Donc, c'est pour ça que ça commence par l'élargissement de la couverture. Oui, je comprends. Là, tu rentres dans toutes les cases. Je comprends. Au moins, tu aurais le per diem. Il n'est pas suffisant. Mais après ça, on va continuer de demander que... Vous savez, on parlait de mon collègue Joël Arsenault tantôt. Lui, il est député des îles. là. Tu sais, aux îles, il n'y a pas grand traitement spécialisé. Non, non. Fait Ben que non, son non. monde passe leur temps dans des avions entre C'est ça. Québec, Montréal. Absolument. Là. Fait que ces gens-là, ils ont des per diem ridicules. Puis souvent, quand tu es en traitement lourd, il faut que tu sois accompagné. Absolument. Tu sois accompagné. Si tu descends là, de Rouyn-Noranda à Montréal pour un traitement de cancer, là, puis tu ne seras pas capable de conduire ton auto, ça Non. prend quelqu'un avec toi. Là. Ouais. Fait que c'est double per diem. On parle beaucoup depuis le début de l'épisode que c'est une question d'argent, de financement, tout ça. Bon, bien que ça fait 17 ans que l'infertilité est reconnue clairement, officiellement comme une maladie au Québec, il faut encore payer. Bon, on le dit depuis le début. Est-ce que, selon vous, ça serait... Je vous relance la question. Ça serait-tu plus une question de financement, de structure médicale ou de volonté politique? Ben, dans l'ordre, assurément, volonté politique. C'est pas une question de structure. La structure, elle est là, elle existe. La science existe aussi. Là. Après ça, si la volonté politique est là, l'argent va suivre. Hein. Mm-hmm. C'est exactement le même cas que je vis dans ma circonscription avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Là. Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de volonté politique. À la fin, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton. Il faut que quelqu'un décaisse l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, puis c'est pour ça qu'on revient à Philippe Couillard, à l'époque, les libéraux ont eu assez peur de ce qu'on avait appelé le cas Legendre. Mm-hmm. Ils ont eu peur que ça parte, là, puis que là, on perde complètement le contrôle, là, puis que tout le monde,
Mais à la fin, c'est quand même assez limité le bassin de gens qui vont aller vers ça. Tu sais. Vers quoi? Ben, vers des traitements ou vers la procréation assistée ou vers une mère porteuse. C'est pas tout le monde qui va se mettre à faire ça Pourquoi vous non dites que c'est plus. limité? C'est une personne sur 6, là. Oui, mais à la fin, c'est quand même pas l'ensemble de la population québécoise. Non, c'est pas l'ensemble, mais Puis- c'est quand même énormément de gens, là. Et puis, la santé publique, il y a toujours deux volets. Combien ça coûte de le faire, mais combien ça coûte de ne pas le faire. Hmm. Pas traiter du monde, ça coûte cher. Ah, ouais, hein? Parce que les gens, après ça, ils tombent en dépression, Hmm. coûtent très cher au système, ils ne contribuent pas. Il y a ça aussi, là. En santé publique, il faut toujours tenir compte des deux aspects. Des fois, le ministre, il va nous dire, « Ouais, mais là, vous demandez de payer ça, ça va coûter tant. » Ouais, OK, mais as-tu fait le calcul? Combien ça coûte si tu ne le traites pas? Les gens qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas soignés, là, on paye le prix là, en ce moment en santé mentale parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce que ça coûtait trop cher. Là, on n'est pas capable de soigner notre monde. Mais du monde poqué qui ne sont pas capables de se lever le matin, là, ça coûte cher aussi à la société, puis ça leur fait mal en plus. Fait que, il y a deux aspects dans cette affaire-là. En tant que porte-parole en matière de santé de votre parti politique, vous dites qu'il manque de volonté politique envers l'infertilité. Qu'est-ce que ça prendrait pour motiver le milieu politique à prendre cette maladie-là un peu plus au sérieux? Ben, tu sais, je vous disais d'entrée de jeu que j'étais content de voir que ça avait débloqué à un moment donné, mais qu'en même temps, ça m'agace de voir que ça prend une vedette. Ça a pris Julie Snyder, qui est capable de donner un sacré bon show, puis qui est convaincante, puis qui a certainement l'appui du public, là. Mais si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. Fait qu'il faut relancer encore une fois la balle. Il faut remettre la balle en jeu. Je sais que Julie Snyder, encore une fois, se fait entendre. Marois est certainement une très bonne ambassadrice aussi. Si ça prend ça, ça prend ça. Fait que ça prend des vedettes. C'est malheureux, là. J'ai eu la discussion récemment avec les gens pour les dons d'organes, parce qu'on a fait une étude à l'Assemblée nationale puis une commission spéciale sur les dons d'organes. Malheureusement, ça n'a rien fait, puis le gouvernement est en train de la tabletter, mais ça, c'est autre chose. Puis je leur disais aux gens de Greffe Québec, c'est plate, mais ça vous prendrait un champion ou une championne, ça vous prendrait un porte-parole ou une porte-parole, quelqu'un soit qui a été greffé, soit quelqu'un dont le père a été greffé. Puis c'est plate de dire ça, mais c'est parce que vous êtes un peu anonyme. Tu sais, tout le monde est pour le don d'organes en principe. Bon, c'est pas tout le monde qui te donnerait un organe, là, mais il n'y a personne qui va se lever et qui va dire, moi, on ne devrait plus jamais faire ça, des dons d'organes au Québec. Tout le monde est d'accord, ça sauve des filles. Mais vous n'avez pas, ce que je leur dis, vous n'avez pas de visibilité tant que ça. Vous jouez sur les bons sentiments, puis tout le monde est pour la tarte aux pommes, autrement dit. Mais vous n'avez pas de champion pour la vendre, votre tarte aux pommes. Fait que, oui, ça prend de la mobilisation. Oui, ça prend des cas humains. Mais ça va vous prendre aussi du monde en politique qui vont porter ce dossier-là. Mais on Moi, fait je peux le faire. Moi, je peux le faire. Mais moi, je suis juste 1 sur 125 députés. Puis moi, je suis dans le deuxième groupe d'opposition. Je ne suis pas au pouvoir. Fait qu'il faut continuer. Je sais que ma réponse est plate, mais ma réponse est totalement sincère. À chaque jour suffit sa peine. Puis il y a une concurrence dans la société de bonnes causes. C'est une cause absolument louable et extraordinaire que la fertilité. On le dit, là, ça fait 1h30 qu'on le dit, là, que c'est vital, là, ça va de soi, mais il y a une concurrence dans les causes. C'est pourquoi, généralement, les gens vont chercher des porte-paroles vedettes, puis une espèce de concurrence à savoir qui va aller le plus loin puis qui va ramasser le plus d'argent. Mais la vie est un éternel combat, puis en politique, je le sais, là, chaque jour suffit sa peine. Puis la pédagogie, c'est l'art de répétition. Fait que je sais que c'est épuisant. Puis j'emmène moi aussi des combats en politique depuis des années. Puis il y a des matins que je me dis, j'y arriverai jamais. Je me bats contre des moulins à vent, ou je me bats tout seul, ou je crie dans le désert. Mais peu importe, tu reprends ton petit bâton de pèlerin, puis tu repasses à la route. Puis ce que vous faites là, c'est pas vain. C'est pas vain. Ça fait augmenter la pression. On en parle, on en discute. Puis ça boucle la boucle. Là. C'est pour ça que je suis ici. Là. J'ai pas de solution miracle. Moi, puis je l'ai toujours dit. Là, je suis pas le genre de politicien qui va vous sortir là, des phrases creuses. Puis quand je le sais pas, je le sais pas. Là. Ouais, non, quand je le sais pas, je le sais pas. Non. Puis je vous l'ai dit, il y a des affaires, j'ai pas de réponse. Là, des questions pour lesquelles j'ai pas de réponse. Mais on n'aura pas le choix que de continuer à se battre pour ça.
quand vous dites que vous pouvez le faire, là, vous avez dit, moi, je peux le faire, mais je suis un député sur 125. Qu'est-ce que, quand vous dites, moi, je peux le faire, vous pouvez Ouais. faire quoi et vous avez besoin de quoi pour vous faire entendre sérieusement par vos collègues? Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de faits, j'ai besoin de cas, parce qu'on parle de monde ici, là, Mhm. puis c'est comme dans mon ancien métier de journaliste, là, le Mhm. human interest, ça existe encore, là, Mhm. puis il n'y a rien qui touche plus le monde que des Mhm. histoires de monde. Ça, Mhm. ça va de soi. Mhm. J'ai besoin de mobilisation. Après ça, moi, j'ai des moyens que monsieur, madame, tout le monde n'a pas. Moi, je peux me lever à l'Assemblée nationale, poser une question directement Ouais. au ministre que je veux, puis même au premier ministre, si je veux. Je suis dans les commissions parlementaires. Je suis devant des Kodak tous les jours, devant les médias. On a un service de recherche. J'ai des moyens parlementaires que monsieur, madame, tout le monde n'a pas. Il faut les utiliser. Puis encore là, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Là. On ne va pas régler le problème en un claquement de doigts. Puis Mhm. je serais bien malhonnête de vous dire le contraire. Mhm. Mais je peux redéposer une motion à l'Assemblée nationale, faire revivre le sujet. On fait revivre le sujet. On remet notre travail sur le métier. On recontinue. On relance le dossier. Donc, si moi, je vous offrais là, de travailler avec vous, de vous apporter ça, mobilisation, des Hmm. faits, des histoires, l'accepteriez-vous? Bien sûr. On pourrait travailler ensemble afin que vous puissiez prendre parole de façon concrète et solide à Oui. l'Assemblée nationale. Oui. OK? Évidemment, pas tous les jours et en Ben toutes non. circonstances. Ben non. Mais je vous dis, on a une motion par jour, par parti. À un moment donné, on en amène une. À un moment donné, je pose une question dans toutes sortes de créneaux qu'on a à l'Assemblée nationale, que ce soit période des questions, que ce soit l'étude des crédits, que ce soit les commissions parlementaires. Glisser ça aussi à mon parti politique pour qu'on actualise puis qu'on modernise nos positions là-dessus dans le programme, parce qu'il va y avoir une élection dans 1 an et demi. Ben oui. C'est sûr que si j'y croyais pas, de toute façon, je ne serais pas ici. Hein. Il y a des dossiers auxquels je ne crois pas, puis que je ne porterai jamais, puis que je ne veux pas porter. C'est correct, on ne peut pas être partout tout le temps, mais si un dossier comme celui-là auquel je crois, auquel on croit, puis tu sais, moi, je suis dans un parti qui se dit et qui est féministe. Il y a une grosse partie là-dedans. Là. Mais l'infertilité, c'est pas une affaire de femme. Non, je comprends OK. bien, mais la souffrance, notamment, de la mère qui ne peut pas avoir d'enfant, moi, je ne peux pas la comprendre. Je l'ai dit tantôt. Mhm. Je ne suis pas une femme, là, puis j'en ai eu des enfants avec mon ex-conjoint. Mhm. Mais oui, il y a une partie de combat féministe là-dedans. Puis juste pour par rapport à l'aide là, Mhm. ou au travail d'équipe qu'on pourrait faire, est-ce que vous pourriez nous aider à parler à vos collègues? Parce que là, vous m'avez dit que Joël Arsenault puis André Fortin, c'était vos collègues que vous Ouais. appréciez bien, avec Ouais, qui ouais. vous travaillez. Seriez-vous game de leur dire de répondre à nos courriels et nos invitations, puis de leur parler de votre passage au podcast Les Infertiles? Ben, je peux en glisser un mot à Joël, assurément. Vous avez été bien servi avec Marois, cela dit, chez les libéraux. Oui, mais Pas encore là, qu'André pas, n'est pas bon, là, mais vous avez quand même eu la championne toute catégorie en Marois. Puis Mais M. je peux Dubé, lui, assurément en parler. Ben, M. Dubé, parlez-vous à M. Dubé? ouais, OK. tous les jours. OK. Il Tous est les fin? jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais il doit dire la même chose de moi. Ah oui, c'est ça. Ça dépend des jours. Il est soupe au lait, notre ami Christian. Ok. Puis, Il est soupe au lait? ah oui, il est très soupe au Oh lait. mon OK. Dieu! Fait que, il y a des fois, si on se chicane à la période des questions, puis qu'on s'en va en commission parlementaire après, mettons qu'il fait frette. Il va Ouais. bouder. Il va bouder. Ouais, Vous il n'irez boude. pas prendre une bière, vous expliquer, là. Non, Ouais. non. Mais sinon, généralement, c'est un gars courtois, puis même si on se crêpe le chignon, on reste poli. Moi, je crois pas à ça, là, se crier des noms. Là. J'aime pas ça. Quand on fait ça à l'Assemblée nationale, ça me déplaît. Moi, c'est bébé. Je pense que ça déplaît au monde aussi en général. Ouais. Là. Ouais. Mais oui, je suis capable d'y parler, puis je lui apporte régulièrement des cas, privément. Par exemple, des gens qui ont besoin d'un médicament d'exception ou des gens qui sont en situation irrégulière d'immigration, puis qui ont un cancer, puis qui n'ont plus de RAMQ. Ces gens-là vont mourir si on fait rien. Fait qu'on est capable de se parler, puis généralement, ça va assez bien. Mais il y a un autre phénomène avec Christian Dubé, c'est que souvent, il dit oui, mais après ça, il ne se passe rien. Là. Je vous ai parlé des perdièmes tantôt. Là. Ça fait longtemps aussi là, qu'on amène certains dossiers, année après année. Puis
Puis c'est toujours sur le point de se régler. Puis l'année d'après, on en parle encore parce que c'est pas réglé, tu sais. Mhm. Ça m'amène à vous poser cette question-là. On a parlé tantôt du projet de loi. Mhm. On a parlé tantôt... La loi. Arrête de dire projet de loi. La On loi. enlève projet de loi. Bon. On a parlé tantôt aussi Le projet, du... c'est de modifier la loi Ouais, actuellement. c'est C'est ça. ça. Exactement. Parce que là, la loi, elle est là. C'est ça. On a parlé du congé pour un deuil périnatal ou du Mhm. congé pour la fertilité. On a parlé aussi des per diem pour les gens qui Mhm. habitent en région éloignée. Tout ça. Mhm. Pour qu'il y ait du changement, pensez-vous que ça prend absolument un changement de gouvernement? Ben, non, ça prend de la volonté politique. OK. Parce que vous pouvez changer de gouvernement 8 fois dans la prochaine année. S'il n'y a jamais de volonté politique, ça se fera jamais plus. La CAQ, en a-t-il du courage politique? Pas là-dessus, visiblement. Mm. Pas là-dessus. Ben non. PQ non Ben plus. non. Puis pourtant, le dossier a quand même été amené à l'Assemblée nationale. C'est pas quelque chose Plusieurs de, fois, c'est pas là. quelque chose de nouveau. Mhm. Oui, oui. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui, puis je veux dire, si ça revient encore et encore et encore et encore, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, Seigneur. À un moment donné, là, si on répond positivement à la demande, on va arrêter, comprenez-vous? Quand on va être satisfait, là, on va arrêter. Ouais. Quand on va être reconnu comme il faut, là, quand notre maladie va être reconnue correctement, on va se faire soigner, puis on va se faire traiter comme les autres, puis that's it, là, puis on va être Voilà. content. Voilà. C'est pour ça que mon message, c'est lâchez pas, continuez. Parfait. Quand vous avez des gens comme moi qui peuvent aider, pour le temps que je vais être en politique, je ne serai pas toute ma vie, hein, Mhm. c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, mais je sais que des fois, c'est décourageant. Là. Mhm. Je le sais. Là. Mhm. Je le sais. Mais l'autre solution, c'est de baisser les bras, Ben oui. de rien faire. Mais non, Fait c'est que ça. je pense pas que c'est une solution. Fait que là, M. Marsal, là, quand vous puis moi, on va avoir travaillé ensemble là, pour préparer là, votre prise de parole à Mhm. l'Assemblée nationale, là, ça va être quoi votre argument principal pour convaincre vos collègues, vos 124 autres collègues, Ouais. que c'est une bonne idée de réétudier, de réévaluer l'argent accordé au traitement de l'infertilité? Ben, moi, il me semble qu'il y a 2 axes là-dedans. Le premier, c'est l'équité. Parce que les gens qui souffrent d'infertilité me semblent être traités de façon inéquitable. L'autre argument, c'est la science. Puis, tu sais, la science, parfois, on l'utilise à tort et à travers, là. Mais la science, quand elle est bien amenée, c'est indéniable. C'est parce que tu peux pas contrecarrer des arguments scientifiques. Tu sais. Les arguments scientifiques te disent que en moyenne, ça prend tant de cycles, puis que ça marche pas. Tu sais, ce genre d'argument d'autorité, c'est Mhm. assez difficile de contester. Mhm. Fait que je pense qu'il y a une question d'équité, d'abord, une question de santé publique, puis une question de science. Hmm. En terminant, M. Marsal, si je vous fais un petit wrap-up là, de l'infertilité, OK? Ouais. L'infertilité, c'est entre autres devoir payer pour essayer de faire un enfant, mais c'est aussi payer les frais connexes, le gaz, les restos, l'hôtel, les absences au travail, les médicaments. Des médicaments, il y en a, puis il y en a. Tout en devant continuer d'être performant au travail, dans nos emplois, parce que la vie continue, mais en étant en même temps constamment en détresse psychologique, en souffrance profonde, mentalement, physiquement. On vit des deuils à chaque étape, parce que chaque étape d'un processus de fertilité, il y a quelque chose qui n'a pas marché ou tu apprends quelque chose de nouveau, fait qu'à chaque fois, c'est un deuil. Juste de ne pas pouvoir apprendre que tu es enceinte en surprise chez toi à la maison, c'en est un deuil. C'est un petit deuil. Être menstruée à chaque mois, C'est à chaque mois en plus. c'est un deuil. Parce que chaque fois que tu as tes règles, tu le sais que ça n'a pas marché, tu sais. En plus d'être aussi présent à d'innombrables rendez-vous, vous n'avez même pas idée comment est-ce que c'est prenant en termes de temps faire des traitements de fertilité. C'est aussi parfois faire beaucoup d'heures de route pour les gens, en fait, qui vivent en région éloignée. Tout ça pour que parfois, il n'y ait jamais d'enfants, jamais de famille au bout de la ligne. Qu'est-ce que vous retenez, donc, après notre discussion d'aujourd'hui, là? Quel message allez-vous porter en retournant dans votre équipe ou auprès de vos collègues en politique? Que l'infertilité, c'est réellement un problème de santé publique. Et que normalement, quand il y a un problème de santé publique, on le couvre et on le traite, puis on a un programme qui va avec, qui est cohérent. En ce moment, le programme n'est pas cohérent. J'aimerais, moi, ajouter... Vous savez, moi, il y a quelque chose oui. dans mon implication politique, là. Mm-hmm. Puis je pense que
À la fin, s'il reste quelque chose de Québec solidaire, c'est ça, là. On n'est pas plus fin puis plus brillant que les autres, mais il y a quand même cette idée-là, puis moi, ça me drive tous les jours, là. No one left behind, comme disent les Anglais. On laisse personne en arrière. Tu sais, quand tu roules sur l'autoroute, là, tu ouvres la boîte du truck, là, puis que tu jettes du monde sur l'autoroute, là, puis que tu continues à rouler à 120 km/h, puis que tu les laisses là dans le champ tout seul, moi, c'est une image qui m'horripile, ça. C'est une image qui m'horripile. Mais je me fais répondre quand on fait ça, puis quand on a ce genre de discours à l'Assemblée nationale, où on sait bien que QS pense que l'argent pousse dans les arbres, puis avec QS, il faut toujours dépenser plus, il faut toujours dépenser plus, tu sais. Ben non, il ne faut pas toujours dépenser plus. Parfois, il faut dépenser mieux, de un. Puis de deux, je l'ai dit tantôt, trouver que ça coûte cher, l'infertilité, traiter l'infertilité, bien, essayez donc de ne pas la traiter. Là. Combien ça coûte, ça? Combien ça coûte, ça? Le fameux dicton là, d'Abraham Lincoln qui disait, vous trouvez que ça coûte cher l'éducation, mais essayez l'ignorance. Ça coûte combien pas traiter le monde? Du monde qui se ramasse là, mal pris, magané, plus productif, médicamenté jusque derrière les yeux, tu sais. Ça coûte combien? Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de dignité. Je pense qu'il y a une question de dignité là-dedans. Là. Tu sais, on a mentionné à plusieurs reprises dans l'épisode de la santé mentale. La santé mentale, là, c'est de moins en moins tabou, je pense. Pourquoi? Parce on est sensibilisé. Il y a des campagnes de sensibilisation. Il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de dollars qui sont injectés en publicité, en campagne de sensibilisation pour la santé mentale. Ouais. S'il y avait des campagnes de sensibilisation pour parler de l'infertilité et pour faire comprendre... On ne peut pas comprendre, mais pour sensibiliser les gens à la profondeur de cette maladie-là, peut-être qu'on arrêterait de se faire traiter de plaignant, puis de fatigant, puis de capricieux, parce que ça, on l'entend beaucoup dans l'opinion publique. Là. Les gens là, qui ne vivent pas d'infertilité puis qui manquent peut-être un petit peu d'empathie peuvent avoir tendance à nous trouver, comme j'ai dit, plaignants, fatigants, capricieux, etc. Puis... Puis en même temps, je pense que si on était bien sensibilisé à cette cause-là, qu'on était bien écouté, entendu, puis on répondrait une bonne fois pour toutes à notre demande, ben on arrêterait là, d'être fatigant, entre guillemets, tu sais. Puis ceci étant dit, puis j'ai souffert et je souffre encore moi-même de problèmes de santé mentale, mais la dépression, par exemple... c'est un pourcentage de 3 % de la population mondiale. Et on l'a dit en début d'épisode, l'infertilité, c'est 17 % de la population mondiale. Et je veux juste dire que de ce 17 %-là, des gens vont se retrouver dans le 3 % de la dépression. Alors, c'est une question aussi de comment les politiciens font pour déterminer quel enjeu on va prioriser versus un autre. Puis je pense qu'il est grand temps, plus que grand temps en 2025, qu'on priorise l'infertilité parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça ne va pas aller en s'améliorant. Malheureusement. Puis c'est paradoxal quand on entend beaucoup de jeunes ces temps-ci qui sont apeurés par les changements climatiques puis qui disent « je veux pas faire d'enfants parce que je veux pas mettre d'enfants au monde dans ce monde-là ». J'ai pas entendu ça de mes enfants, là, heureusement. Quoique je peux comprendre la terreur climatique que ça peut créer chez certains, puis le stress. Mais c'est quand même assez terrible de se priver volontairement de faire probablement une des plus belles choses au monde, là, qui est de se reproduire, puis faire des enfants, puis vivre avec des enfants. Puis je dis ça, puis je me sens mal, parce que je sais que vous avez essayé beaucoup, puis mais ça fait peut-être partie de casser les tabous aussi, là, d'être capable de reconnaître votre souffrance, là, vous parlez d'empathie, puis d'être capable d'apporter des solutions, justement, pour qu'on soit capable de ne pas le laisser tomber du monde en arrière, t'sais. Puis en même temps, moi, pas me censurer de dire que c'est probablement la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir des enfants, tu sais. Fait que j'espère qu'on se rejoint. J'espère que je heurte personne en disant ça, tu sais, parce que si on est capable de le reconnaître, là, que c'est pas mal la plus belle affaire qu'on peut faire au monde, là, ben on va s'arranger pour que le plus de monde possible puisse le vivre, tu sais. C'est pas mal la base de la dignité humaine, ça, me semble. Monsieur Vincent Marissal, député
porte-parole en matière de santé pour Québec solidaire. Un énorme merci. Mais merci de d'avoir accepté notre invitation. m'avoir invité. Ça m'a fait grand plaisir d'être ici. J'en ai appris pas mal, fait que je repars mieux équipé. Merci. Merci à vous, puis bonne continuité. À vous qui avez écouté, merci de nous donner une bonne petite note, un petit thumbs up, un 5 étoiles sur Spotify. Laissez un commentaire Spotify, YouTube. Abonnez-vous à tous nos comptes, à toutes nos chaînes. Ça nous aide à ressortir dans les recherches de ceux qui tentent de trouver des réponses, des outils pour les accompagner dans leur processus de fertilité. Donc, merci de vous abonner, de nous suivre, puis d'être là tout simplement. Faites attention à vous autres. Gros bisous! Ciao.